Bonjour Alexandra Brazinville, Nadine Touzeau et Christian Cotten, bienvenue sur Tribune Libre. Je vais donner la parole, une fois n'est pas coutume, à l'homme, Christian Cotten, honneur aux hommes. Vous voulez tenter de chasser les gangsters d'État. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Waouh, lourde question. Je réfléchis beaucoup avec quelques amis depuis en fait plusieurs années. Je réfléchis beaucoup sur le thème de l'euthanasie de la République, qui devient un thème d'actualité en réalité. Il y a 4 ans, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, ça fait un grand paquet d'années que je travaille sur ce thème-là. Ce n'était pas un thème d'actualité, même si pour un certain nombre de gens, ce n'était pas absurde de projeter ce genre de choses. Mais là maintenant, nous sommes dans une situation où parler de l'euthanasie de la République, ça devient vraiment un thème d'actualité, j'allais même dire jour après jour. Il y a quelques jours, un certain nombre de militaires, 70 je crois, des généraux, des lieutenants-colonels, mais aussi des capitaines, des lieutenants ou des adjudants de gendarmerie, ont écrit un texte qu'ils ont fait déposer par huissier au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, demandant l'application d'un certain nombre d'articles de la Constitution relatifs au fait que le Parlement a un rôle à jouer non négligeable lorsqu'il s'agit pour le gouvernement d'envoyer des armes à l'étranger, voire d'engager des hostilités à l'égard d'un pays étranger, en l'occurrence la Russie. Alors, pourquoi ce courrier a été fait? Il s'appelle en fait résolution citoyenne. C'est une des options qu'offre la Constitution aux citoyens pour interpeller les parlementaires. C'est une interpellation des parlementaires en leur disant, mesdames et messieurs, vous avez l'obligation légale, la possibilité, mais aussi l'obligation légale d'intervenir très directement dans le processus de discussion avec l'État. Or, tout le monde constate aujourd'hui, écoute, entend un certain monsieur que je ne nommerai pas parce que je me refuse à le nommer pour éviter de lui donner la moindre énergie. Nous avons quelqu'un à la tête de l'État qui entend envoyer de l'argent. Ça fait déjà des mois que ça dure, mais il entend en envoyer toujours plus, de l'argent, des armes et puis des soldats pour soutenir l'Ukraine, avec des discours très ambigus qui changent tous les 24 heures. Un jour, c'est pour envoyer des soldats pour maintenir la paix, un autre jour, c'est pour soutenir directement l'Ukraine dans la guerre avec la Russie. Bref, nous sommes dans une situation de bordel généralisé, le mot n'est pas trop fort, tout le monde me comprendra là-dessus. Et donc, ma grande question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce bordel, comment est-ce qu'on fait pour arrêter les gangsters, parce que c'est ça la bonne formulation. Ce n'est qu'une réflexion, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse, et je ne pense pas que ni Nadine, ni Alexandra n'aient de réponse non plus, mais peut-être qu'on peut commencer à évoquer des pistes de réponse. Vous avez essayé quelque chose qui s'appelle une action, une plainte contre X. Oui, alors ça, c'est l'angle judiciaire. Ce que font là les militaires, c'est assez intéressant. J'ai réagi tout de suite. François a réagi aussi. Il a fait, Xavier Zalbert a fait un long édito sur cette question, tout à fait développé et que j'invite les auditeurs à consulter. Moi, je l'ai publié sur mon fil Twitter et puis on pourra le mettre en lien derrière cette vidéo. J'ai trouvé la démarche des militaires particulièrement intéressante parce que quelque part, elle rentre dans la logique intellectuelle dans laquelle moi je suis. Je suis dans cette logique-là qui consiste à dire que nous avons besoin de créer un schéma de rupture avec les élites de bandes organisées criminelles au service de puissances étrangères qui prétendent gouverner la France. Nous avons besoin de créer un schéma de rupture, un divorce,
Et un divorce en politique, si on regarde l'histoire, c'est la justice d'un côté, les militaires de l'autre. Et si ce n'est pas la justice et les militaires, alors c'est la rue, c'est l'insurrection, c'est la guerre civile, c'est les fourches et les tracteurs, ce qu'il vaudrait mieux éviter. Donc mon raisonnement, c'est justice, armée. Justice, moi je fais mon job, je fais mon devoir, j'ai déposé une plainte contre X, plus précisément contre un certain Jean-Michel, on la regardera, on la verra ailleurs, on a fait déjà une émission ensemble, je ne vais pas me répéter, je renvoie à l'émission précédente que nous avons faite il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça, qui est très précise, et j'attends des magistrats qu'ils assument leurs responsabilités. Et je suis ravi que les militaires commencent eux aussi à assumer les leurs, parce que ça fait partie de leur responsabilité que de protéger la population. Or, aujourd'hui, la population est en danger. Donc, je ne sais pas si j'en ai assez dit. Oui, je voulais passer la parole à Alexandra Brazinville qui propose, qui agit. Dans la tête, elles ont beaucoup de choses à raconter toutes les deux. Absolument. Et je suis ravi de faire cette émission avec elles. On est bien entourés. Vous proposez de faire ces sessions à votre manière. Vous avez beaucoup de. Je voudrais revenir sur le président de la République, c'est une fonction. C'est un monsieur qui a été élu. En fait, c'est la rencontre entre un peuple et un homme, ou peut-être un jour une femme, qui a été élu au suffrage universel. On lui a donné les clés de la République et du pays pour qu'il gère ce pays au mieux et qu'il l'améliore, mais en tout cas, qu'il ne le saccage pas. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je trouve que notre président actuel devient incohérent. Il ne respecte pas le suffrage universel, c'est-à-dire la voix du peuple, qui lui a signifié certaines orientations que le peuple désirait pour le Parlement, ça n'a jamais été respecté. Il est sous emprise. Ça, je peux en être, j'en suis pratiquement sûr. C'est quelqu'un qui a dû passer par le programme MK Ultra. Je sais très bien de quoi je parle. Et il est en train de sombrer dans un processus qui, en psychiatrie, porte un nom barbare, la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que mentalement, il est en train de voir une fiction qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que le monde qu'il voit, ça n'est pas le nôtre. Il perd toute la cohérence dans ses comportements. Il perd toute lucidité dans ses analyses parce qu'il voit des choses qui n'existent pas. Et peut-être que la personne qui est à ses côtés en est aussi la cause, parce que cette personne n'est peut-être pas forcément ce qu'elle voudrait que le peuple croit qu'elle est. Vous pensez qu'il a été formaté dès son adolescence, oui, psychologiquement? Oui. Je le pense parce que moi, je l'ai été aussi, pour d'autres raisons, par une personne peu recommandable, Fernande Grudet, Madame Claude, qui était donc la tenancière qui avait racheté ma mère. Et moi, des années après, elle a essayé de se servir de moi. Mais moi, c'est parce que j'avais cette dualité psychologique liée à mon intersexuation qui fait que j'avais ce regard double sur le cosmos. Donc, j'étais la candidate idéale pour ça. Mais je n'ai pas ça s'est très mal passé. Et donc, je reconnais dans le président actuel tous les symptômes de quelqu'un qui a été formaté dans le cadre, je dirais, du programme MK Ultra. Vous en êtes sorti grâce à quoi, vous, précisément? Mais moi, je m'en suis sorti parce que j'avais fait un travail monumental de 18 ans de reprogrammation psychiatrique pour m'apprendre à réagir de façon cartésienne et de façon, je dirais, logique et automatique en qualité de ce que je suis aujourd'hui, une personne de sexe féminin, donc femme avec 1000 guillemets, mais à la base, je répète, j'avais une structure, une texture cérébrale qui fait que j'avais un regard absolu sur le cosmos. Je pouvais au même moment savoir ce qu'un homme allait faire, une femme allait faire face à une situation définie. Et moi, j'apportais une solution qui me convenait à moi à l'époque. Et on m'a appris tranquillement, doucement, ça a pris 20 ans, à affiner mes jugements et à affiner ma réponse analytique pour que ce soit la bonne, qu'elle soit mesurée et adaptée à une personne donc de sexe féminin et avec la maturité de mon âge. D'ailleurs, vous êtes marié depuis longtemps et vous avez élevé un enfant, même si vous ne l'avez pas porté. Non, moi je n'ai pas d'utérus, donc c'est pour ça que je dis, je n'ai jamais dit que j'étais une femme, parce que je ne suis pas une femme biologique, il y a certaines facultés que je n'ai pas, je suis de sexe féminin, certes, mais bon, je ne serai jamais une femme à 100%. Et j'ai élevé la fille de mon mari, qui elle-même a eu 3 petits-enfants, 3 petits garçons, qui sont aujourd'hui mes petits-enfants, et je m'occupe d'eux, bien sûr. Et je suis avec Bernard depuis 26 ans.
Bernard, que nous avons rencontré et qui est fort sympathique. Oui. Bah, j'en ai trouvé un qui a voulu de moi, alors vous n'allez pas faire la difficile. Hein. Nadine, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai vu que vous preniez beaucoup de notes. Oui, je prends toujours des notes. On se tutoie. Ah oui, on dit tu, Nadine. Je sais que j'ai du mal publiquement à faire l'hypocrisie. J'ai beaucoup de mal. Je sais que publiquement, il y a beaucoup qui veulent le vouvoiement, mais moi, j'y arrive pas. Non, Alexandra, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un homme qui n'ait pas voulu de vous voir parce que je ne vous connais pas assez. Mais parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très bien, de centré et d'aligné, et que vous avez fait, ça se voit, un très beau travail sur vous. Oui, j'ai plusieurs rebonds, en fait. J'ai pris des notes. En effet, je prends toujours des notes. Alors, déjà, je vais juste rebondir sur un point. C'est que ça a été publié dernièrement par moi-même et Christian. C'est que j'ai rédigé un rapport sur Brigitte Macron. J'ai fait un rapport profilage qui était une valeur juridique puisque j'ai un diplôme international à valeur juridique pour François d'Anglean, pour son livre à l'origine, Maître François d'Anglean, afin d'appuyer patrie, oui, esprit patriotique plus exactement, et puis amitié aussi, parce que j'apprécie également François, le travail qui est effectué et pour apporter une pierre à l'édifice structuré, professionnel, cadré. C'est quelque chose qui est pointu, qui est pro, quoi. C'est pas des allégations, des choses qu'on peut remettre en cause, etc., etc. Parce que depuis le début, depuis 2016, je dis que c'est un homme, mais je n'ai rien dit d'autre que c'était un homme. Je n'ai pas cherché à aller au-delà. Il y a d'autres travaux qui ont été faits depuis dessus pour vérifier de qui il s'agit, si c'est Jean-Michel Trogneux ou pas, ce qui paraît très plausible. Mais pour moi, il manque des éléments, selon moi. Ce rapport, Christian a eu besoin pour son dossier juridique que volontairement je lui ai laissé, de façon à ce qu'il puisse lui-même avoir encore plus de crédibilité au niveau de son dossier. C'est un rapport qui n'est pas rendu actuellement public pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est fait pour le livre de François qui est en cours d'écriture et que je n'ai pas l'intention, comme c'est quelque chose de plutôt professionnel et structuré, que ça glisse partout, où il y aura beaucoup d'esprits qui ne comprendront pas le sens même de ce rapport. Tel qu'il est rédigé, c'est comment ça fonctionne, surtout dès que ça sort sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera dans le livre et à découvrir à ce moment-là, ou à défaut, sur la partie juridique pour Christian, en tout cas. Ça cause ce qu'il a mis en route également pour l'appuyer, l'épauler, puisqu'on est quand même une équipe, j'ai beaucoup d'esprit d'équipe et que j'estime qu'on doit soutenir les copains, surtout quand on est sur la même cause. Ça, c'est le premier point. La notion de tricherie, c'est une notion qui existe dans les comportements depuis pas mal de temps. Pour avoir étudié beaucoup d'aspects au niveau de l'histoire, et notamment le Premier Empire, on critique beaucoup, qu'on détourne beaucoup, il y a énormément de mensonges qui ont été mis au niveau du Premier Empire à tort pour dézinguer Napoléon Ier, comme tout ce qui est bon en France, on le dézingue. Soyons fous, mettons Napoléon Ier en même temps. Ça ne veut pas dire que c'est un être parfait, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais c'est la fusion Illuminati et franc-maçon qu'il y a eu juste avant, justement, cette période-là, pour pouvoir encore mieux dézinguer et dévoyer tout ce qui se passe. Je vais pas faire un cours d'histoire, c'est pas en plus mon domaine, mais depuis tout ce que l'on vit dans nos vies depuis lors. Et notamment tout ce qui fonctionnait bien, notamment avec ces corporations de métiers, tout ce qu'il y avait au niveau des royautés qui n'était pas aussi terrible et moche qu'on voulait le faire croire. Si on remonte même au Moyen-Âge, il n'y avait pas ces problèmes d'hygiène ou de pauvreté ou d'abrutissement intellectuel ou que sais-je, tel qu'on le dit dans les livres d'histoire notamment ou ailleurs. Donc déjà, à mon sens, quand on comprend cette notion de tricherie, si on intègre intellectuellement cette notion de tricherie, je pense qu'on va éviter derrière de se leurrer sur qu'est-ce qui peut arriver et donc de rester toujours ancré et basé sur des choses qu'on perdure depuis X années en termes de comportement. À savoir, par exemple, il faut faire un vrai nettoyage pour repartir à zéro, mais quand je dis un vrai nettoyage, là on peut parler de Karcher, on peut vraiment parler de Karcher. À minima, c'est pas le lance-flamme sans vouloir être belligérante ou quoi que ce soit, mais c'est des questions que je me pose sérieusement et je suis pas la seule. Et je suis ravie de ne pas être la seule. Donc, à partir du moment où on est dans un environnement de tricherie et qu'on a inculqué la tricherie à tout un tas de gens pour qui ça marche, puisque tout un système de réseau fonctionne entre eux et par le copinage, et ainsi de suite. Je parlais avec une cliente ce matin qui me disait, moi je dis à mon fils, si tu veux réussir, il va falloir que tu couches. Et elle le disait un peu sous une forme de plaisanterie.
pour que son fils comprenne comment ça fonctionne. Et elle lui a expliqué pourquoi après dans les détails. Parce qu'elle dit, c'est comme ça que ça marche. Et depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ce n'est pas par la qualité de ce que la personne a, de ses compétences, de son professionnalisme, et ainsi de suite, que l'on fait monter des gens, sauf si vraiment on en a besoin et que ce sont des personnes uniques, ou parce qu'elle est cooptée par X et Y réseau. C'est parce que on va être soudoyés les uns les autres, que ce soit de droite, de gauche, vert, violet, jaune, tout ce que vous voulez, et même dans tous les métiers et dans tous les corps de métier. Et il y a comme ça qu'on grimpe, donc par la médiocrité. Ça fait longtemps que ça existe. Donc quand on comprend ça, on est obligé de comprendre ce qui se passe. Et quand Alexandra parle de la fonction du président à juste titre, non, il n'a pas été élu. C'est par la tricherie qu'il est arrivé. Par la tricherie. Parce que quand les calculs ont été faits au niveau des élections, au premier tour, il est à moins de 2%, mais au deuxième aussi, mais il y a quelques différences entre les deux chiffres. Je ne les ai plus en tête. Et ça a été bien calculé et bien prouvé scientifiquement. Donc nous, il n'a pas été élu. Et en fait, tant que les gens n'auront pas compris qu'on est dans un système de tricherie et que eux-mêmes, il faut qu'ils arrêtent de tricher, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Déjà, ça, c'est un premier point à mon sens. Les militaires, c'est une casquette défense. Déjà, on n'a même pas 2 jours de balles pour tenir en cas de guerre. Rien que ça. En plus, il y a une démission massive des militaires. Et enfin, en termes de comportement, ils obéissent. Ils sont aux ordres d'eux. Vous leur dites de dézinguer un truc. Moi, j'en ai plein, des potes militaires qui sont écœurés des missions qu'on leur a demandé de faire. Quand on leur disait, par exemple, d'aller tuer toutes les personnes dans une usine en Afrique noire, par exemple, ils partaient en mission d'OPEX de carburant, et qu'on leur disait c'est Al-Qaïda qui est dedans ou je ne sais qui, on est dans cet acabit-là, qu'ils ont dézingué tout le monde pour apprendre quelques jours après que ce n'était ni plus ni moins les ouvriers qui travaillaient sur place, mais parce qu'il y a une grosse société qui vend du carburant qui avait besoin de cette usine-là, il fallait mettre le zoom dessus. Voilà le genre de mission qu'on fait faire aux militaires depuis longtemps. Ils ont ouvert les yeux. Or, les militaires, ils sont faits pour nous défendre. Nous, le peuple, pour notre protection d'État, dans notre pays et nous-mêmes. Or, c'est plus les missions qu'on leur donne depuis longtemps. Et il y a une démission massive, je réitère. Le recrutement est à 7 sur 20. 7 sur 20. Ça veut dire qu'on recrute n'importe qui, n'importe quoi aujourd'hui. Sans dénigrer les 7 sur 20. Il y a des gens certainement très bien. Je ne dis pas ça, mais il y a quand même un minimum de niveau. C'est pas possible. On veut les emmener en guerre, là. On va les emmener, ils ne savent même pas conduire des chars ou des drones ou que sais-je. Ils sont même pas formés suffisamment là-dessus. Et on va les emmener vers une guerre. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Et pourquoi ils veulent le faire? Parce que pour effacer toutes les traces de tout ce qu'ils ont fait de leur tricherie. Pour résumer. Mais il n'y a pas du tout le background derrière. Il n'y a pas le savoir. Il n'y a pas l'expérience. Et on ne sait pas ce que c'est qu'une guerre. On n'est pas derrière des jeux vidéo, hein. Et donc, comme disait derrière Alexandra, sur la partie de MK Ultra, qu'un président est sous emprise, surtout par le vieux, qui est à côté, ça c'est clair, parce que quelque part j'ai mis un peu dans le rapport d'une certaine manière, qu'il est en effet sous emprise. Il y a la drogue qui prend depuis longtemps quand même. C'est peut-être un échappatoire du reste pour pouvoir oublier un petit peu ces notions d'MK Ultra, j'en sais rien. Mais ça inhibe au bout d'un moment. On a les fils qui se touchent, hein, c'est une façon de parler, mais ça résume très bien la situation. Il est complètement à l'ouest de tout, mais il est à l'ouest. Mais c'est pas lui qui dirige, c'est le vieux et ses copains. C'est le vieux et ceux qui les ont mis en place. Lui, c'est qu'un pion. Il sert. Pourquoi? Parce qu'il avait un physique, parce qu'il passait bien, parce que on a décidé que c'était lui qu'on ferait monter depuis X années. Quand on voit tout son cursus, on a fait une émission l'autre fois avec Maître Fabrice Bonnard, que j'apprécie aussi beaucoup, où on a mis en évidence les tricheries de l'ENA. Voilà. Donc voilà, il y a eu de la lumière, c'est lui qui nous plaît, c'est le profil parfait. Allez, on le prend, on le met en place et tu fais ce qu'on te dit. Il n'agit pas. Alors on le laisse faire certaines choses parce qu'il a son jouet dans les mains, il faut qu'il le brise et qu'il le classe. Mais c'est tout. Il n'y a aucune notion de ce que c'est que manager. Il n'en a aucune. Il n'est même pas père. Il sait même pas ce que c'est qu'une famille. Et on met ça à la tête d'État parce que il a un beau physique. Par tricherie d'élection, bien sûr. Par tricherie. Donc, à partir du moment où on a ce constat, quand on se rend compte, globalement, on a tous ces éléments-là, pour s'en sortir, il faut déjà prendre conscience d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qui se passe réellement. Sinon, on n'y arrivera pas. Moi, je ne crois pas qu'on fera quelque chose avec les militaires. On n'a plus de belle armée. On a des bons hommes, par contre, des bons militaires. Il y en a, oui. Mais des belles armées, pas vraiment. Moi, je vois pas ça. Je n'entends pas ça. Les bons sont partis, ils ont démissionné. Pour moi, j'y crois pas. Et la justice, elle est totalement corrompue.
Alors, pas tous, il reste toujours quelques-uns. Mais est-ce qu'ils vont pas se faire soudoyer? Je crois que c'est que le peuple qui sortira de ça, ou alors encore une aide extérieure. Et puis, on risque de se retrouver avec la même situation de la Seconde Guerre mondiale, avec des Américains qui vont arriver avec des dollars français, par exemple. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Nadine, j'ai une question. Je voudrais te refaire préciser. Comme, hélas, le profilage est encore assez en retard en France, tu confirmes qu'un rapport de profilage a une valeur juridique en France? Il a une valeur juridique de façon internationale de par le diplôme dont je dispose. Mais pas en Par le France, diplôme, non? si, parce que je l'ai fait, j'ai fait énormément de rapports profilage pour des dossiers pour plusieurs clients. Et ça a toujours été considéré. Il n'y a jamais eu de problème. Je peux même te dire que ça a été très bien considéré dans les dossiers, même s'il y avait d'autres rapports à côté. Donc il y a un espoir, Christian. Bah, le rapport, il est carré, il est professionnel. C'est difficile de découdre ce que j'ai écrit. J'ai fait exprès en plus. Moi, je travaille comme ça, hein, de toute façon. Je travaille pas autrement. Il y a 13 pages. Où j'ai vraiment appuyé là où c'était nécessaire pour arriver à l'objectif, qui c'est bien un homme. Et je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas cité ce rapport tout à l'heure parce que voilà, je l'ai un peu zappé, mais merci Nadine de l'avoir rappelé. Il est extrêmement précieux à mes yeux. Nadine l'a écrit à l'origine pour le donner à maître François d'Anglean, que je salue ici parce qu'il aurait dû être avec nous, mais il a beaucoup de travail. La semaine prochaine, il y a le procès en appel pour Natacha Ray le 14 et le 15 mai à la Cour d'appel de Paris, et François a du retard dans son travail, c'est ce qu'il m'a annoncé vers 13h tout à l'heure, et donc voilà, il nous a lâchés, mais je crois qu'il est psychologiquement en tout cas avec nous. Nadine a fait ce rapport pour lui parce qu'il prépare un livre avec Natacha Ray pour raconter un certain nombre de choses, raconter l'histoire de Natacha et les difficultés qu'elle a eues avec l'institution judiciaire et les escroqueries au jugement dont elle a été victime. Et évidemment, François m'a informé de l'existence de ce rapport, Nadine également, et je leur ai demandé à tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord de me le communiquer pour que je le transmette au doyen, qui est en l'occurrence une femme, au doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris. Ce que j'ai fait la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, peu importe, c'est très précieux parce qu'il vient largement renforcer les autres éléments probants, l'ensemble des indices probants dont nous disposons pour dire qu'il y a effectivement dans l'affaire dite Brigitte ou encore dite Jean-Michel Trogneux, que moi j'ai appelé fin de partie pour Jean-Michel, ça c'est un titre de communicant, fin de partie pour Jean-Michel, parce qu'effectivement nous avons à la base une usurpation d'identité. Et ce que vient faire Nadine avec son rapport, c'est confirmer pleinement cette usurpation d'identité, de telle sorte que moi, je dis aujourd'hui, je ne peux même plus entendre que l'on me conteste ça, parce qu'il n'y a plus de contestation possible sur le fait qu'il y ait une usurpation d'identité. Il y a un faisceau d'indices concordants, c'est ça? Et Alexandra Brazinville a apporté aussi des éléments très précieux. Bien entendu, c'est pas par hasard un travail d'équipe. Si nous sommes ensemble là ce soir, parce que cet après-midi, parce que chacune apporte un élément supplémentaire. Alexandra m'a raconté une histoire il y a quelques mois, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'arrête pas de la draguer depuis, parce qu'elle est trop précieuse dans cette affaire. Elle a rencontré un chirurgien. Patrick Duy. Oui, Patrick Duy. Tu veux raconter cette histoire, Alexandra? Très doué. D'abord, je ne la connais pas. C'est tellement savoureux, quelque part. Sur ce que dit Nadine, qui est tellement important. Dans le programme MK Ultra, l'aspect le plus important, c'est l'aspect dissociatif des émotions. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à passer outre leurs émotions pour devenir des êtres, je dirais, froids, qui vont être capables de provoquer chez les autres des réactions qui vont amener les autres peut-être à donner des renseignements ou à faire des choses qui vont arranger politiquement
le système en place. Emmanuel Macron, par moments, passe par des moments d'exaltation où il correspond bien à ça. Il est froid, il n'a pas d'émotion. Et malheureusement pour lui, comme c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans son enfance, il est fragilisé. Et donc, vous remarquerez que par moments, il a besoin d'être sécurisé, de contact humain. Comme un enfant voudrait chercher désespérément une protection, et c'est quelqu'un qui est complètement perdu au niveau identitaire. Et on comprendra mieux pourquoi si la personne qui est à ses côtés est justement ce que je pense qu'elle est. Je suis 200% d'accord avec vous. C'est des sujets que je connais pour avoir une clientèle dans ce domaine-là. Et il y a d'autres façons de logotimiser, entre guillemets, les émotions. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai eu un jour un client, un garde-robe chinois de très très haut niveau, qui était proche de mon style. Il était super lobotomisé au niveau des émotions. Et en effet, il y a tout un tas d'exaltations qui passaient de droite et de gauche. Et la question après, c'est veut-il rester comme ça ou pas? Parce que ce garde-robe chinois voulait tester avec moi, et puis quand il a vu que ça switchait, il a arrêté. Mais d'autres, c'est un peu parce que en fait, quand on dénature une personne, qu'on la sort de son essence, il faut la ou elle veut ou elle ne veut pas, ou en tout cas, comme Alexandra a fait, il faut la restructurer. Et on ne peut jamais reconstruire à 100%. Ça, c'est pas possible. Mais on restructure au maximum pour que l'être, l'essence de son être revienne. Et en effet, ça met énormément de temps. Mais il faut la volonté. Et certains n'ont pas la volonté parce qu'ils sont confortables dans tout ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, comme une femme qui a subi des traumatismes par un mari violent ou des choses comme ça, physiques ou verbaux ou les deux, ou autres manipulations assez lourdes, etc. Ils vont retourner souvent vers ce qu'ils connaissent le mieux parce qu'ils ont peur de cet inconnu. Il faut avoir du courage pour faire comme Alexandra. Et le courage, c'est pas donné à tout le monde. Et quand on les conforte dans ce milieu-là, parce que je parlais de jouets tout à l'heure, Macron, on va le conforter en lui disant, tiens, on te donne des jouets, tu vas voir, t'es le meilleur, t'es super, on te gratifie tous les matins. C'est un peu comme le miroir. Mon miroir, est-ce que t'es le plus beau ou pas? Et en plus, on va lui donner des jouets. Des jouets, ben, ça va être, je vais pondre une noix, ou je vais faire je sais pas quoi, ou c'est toutes les bêtises que l'on peut voir. De toute façon, il n'y a pas que les bêtises, mais ou des choses qu'on ne voit pas pour le gratifier, pour l'encenser, pour lui dire que ce qu'il fait, c'est très bien. C'est vraiment très tortueux comme truc et diabolique, vraiment diabolique. Et Alexandra, vous vouliez réagir? Alors, je voulais rajouter que moi, donc, qui ai bien connu et confronté cette Fernande Grudet, Madame Claude, elle avait soit des courtisanes qui étaient elles-mêmes d'ailleurs formées, qui étaient des espionnes, mais elle avait aussi de véritables soldats, des filles qui étaient des soldats, qui avaient quelques beautés, et d'ailleurs elles n'avaient pas souvent besoin de s'en servir, mais elles étaient envoyées par le KGB, par le FBI, par la CIA, par les renseignements français, auprès d'hommes d'État qui étaient des personnes que l'on voulait rayer de la carte politique internationale ou de la planète pour les amener à dénoncer toutes sortes de systèmes ou de choses qu'ils auraient fait qui étaient totalement illégales. Et ça s'est fait très fréquemment. Moi, je le sais, avec des dictateurs africains, et j'ai moi-même été envoyé à Cuba pour une mission de ce genre, je le dis, je le raconterai dans mon livre un jour. Mais je veux dire, c'est pas nouveau tout ça. Hein, et c'est très, très compliqué de s'en sortir. Très, très compliqué. Quand on veut faire tomber une personnalité publique, on peut l'attraper par le sexe ou par l'argent. Finalement, c'est toujours les mêmes mécanismes. C'est beaucoup plus le sexe. Plus le sexe encore que l'argent. Non, c'est pas ça, parce que ces filles-là étaient certes très belles, mais ça ne suffit pas. Même la plus belle femme du monde ne peut pas amener un homme d'État à lui faire des révélations sur l'oreiller. Il va lui faire quelques révélations gentillettes, mais pourquoi voulez-vous qu'un homme d'État mette en péril toute sa carrière et sa vie politique précieuse à lui à cause de quoi? D'une histoire avec une belle fille? Non, c'était véritablement des filles qui étaient formées pour entrer dans le cerveau de l'homme et l'amener psychologiquement à, comment dire, modifier le rapport dominé-dominant et devenir à la merci de cette personne féminine. Et donc, par conséquent, c'est elle qui menait la danse et elle l'amenait à s'allonger et à raconter ce qu'elle voulait entendre. Des sortes de Mata Hari. Mais Mata Hari, c'était une espionne. Bien sûr. Bien sûr. Après, qui avait des relations sexuelles, peut-être. Mais enfin, je veux dire, c'est presque secondaire, c'est accessoire. Hein,
Patrick Buy. Patrick Buy, oui, c'est ce que Patrick j'allais dire. Buy, Revenons Alexandra. Patrick à cet Buy, artiste c'est du peut-être bistouri. voilà, c'est peut-être un des plus des chirurgiens les plus exceptionnels de la place de Paris. Et toutes les personnes comme moi qui étions sous protocole public, on nous envoyait le consulter. Moi-même, j'y suis allé. Et Patrick Buy, quand il m'a vu, m'a dit, écoutez, vous avez besoin de rien du tout. Je vous trouve tout à fait crédible naturellement. Si on fait de la chirurgie sur vous, ça va plutôt attirer l'attention dans le mauvais sens. Donc, je vous conseille de ne rien faire. Et un jour, avec Vincent Macdoum, je vais au défilé de Barbara Buy, qui est donc sa sœur. Et M. Buy était là, je lui dis bonjour docteur, etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Des fois, je pose des questions comme ça. Et je lui dis, mais je ne savais pas que vous faisiez des féminisations globales, c'est-à-dire avec, on va changer la boîte crânienne, hein, on va raboter le menton, descendre la plantation des cheveux, raboter les tempes, refaire les sourcils plus hauts, etc. C'est vraiment une féminisation globale qui est carrément osseuse. Hein. On se restructure la boîte crânienne. Je dis, pourquoi vous faites ça sur des femmes ? Et il me regarde, il me dit, écoutez, ma chère, réfléchissez donc, vous n'êtes pourtant pas stupide. Pourquoi voulez-vous reféminiser une femme puisque c'est une femme? Si je reféminise des gens, c'est que ce ne sont pas des femmes. Fin de la discussion. Sans exception. Ben c'est ce qu'il m'a dit. Oui, et effectivement, Patrick Buy, il est un peu incisif comme ça, mais c'est tout à fait logique ce qu'il dit. Pourquoi voulez-vous féminiser une femme puisque c'est une femme? C'est complètement idiot, frère. Et après, je me suis dit, oui, je t'aurais mieux fait de fermer ta bouche parce que tu lui as posé une question ridicule. Et on sait que Mme Macron sortait de sa clinique, c'est un fait public. Sauf que la réponse, elle, n'est pas ridicule du tout, puisque ça fait partie du faisceau de preuves dont nous disposons. Ton témoignage était quelque part, il est énorme. Enfin, c'est un peu comme celui de Christophe de Charnage que nous avions interviewé il y a quelques mois, qui parlait de Coupe Zizi, de Coupe Zizi à Lyon, qui venait avec la reconnaissance vocale de sa voix. Il a reconnu sa voix. Oui, c'est ça. Oui, qui rappelle effectivement que on a une reconnaissance vocale entre une certaine Véronica, interviewée en télévision en 77, et puis la voix actuelle de celui qui se fait passer pour une certaine Brigitte. Je vais revenir un peu en arrière sur les propos de Nadine, qui tout à l'heure me disait la justice, je n'y crois pas, les militaires non plus, en substance. Hélas, je crois que tu as raison. On me rappelle régulièrement, quand j'aborde ce genre de sujet, que ce soit la justice ou les militaires, l'essentiel d'entre eux font partie d'organisations occultes fondées sur le secret d'appartenance et l'obligation de fraternité entre membres. Donc eux aussi, je me refuse à les citer, mais tout le monde sait de qui je parle. Les magistrats sont par ailleurs, du moins le parquet, dans l'obligation de répondre hiérarchiquement au parquet général, cour d'appel, qui lui-même, pour le procureur de la République, le procureur général, est sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, nous avons un système qui est entièrement verrouillé, avec une véritable absence de séparation des pouvoirs. L'institution judiciaire est sous la responsabilité hiérarchique du pouvoir exécutif. Donc, on a un viol des principes constitutionnels fondamentaux. Et puis l'armée, effectivement, pour devenir général, je ne sais pas s'il y en a qui ne soient pas membres de la confrérie dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous pourrions penser que la population française, que la meilleure solution aujourd'hui pour répondre à ma question, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des gangsters, ça serait peut-être de me faire harakiri. Ce n'est pas mon objectif. Alors, tu me dis, Nadine, je ne crois pas aux militaires, je ne crois pas aux magistrats. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça fait des années que je mijote sur cette question-là, que j'ai eu des dizaines d'heures d'échanges avec quantité de gens. Là où moi j'en suis aujourd'hui, c'est de dire, nous avons en tant que population, avant de passer à la phase d'insurrection physique et sanglante, qui me semblerait plus raisonnable d'éviter, nous avons au moins la possibilité de faire pression sur le monde judiciaire et de faire pression
sur le monde militaire. Alors, je ne sais pas exactement comment on peut le faire. Moi, je fais ma part, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai entrepris une démarche de pression sur le monde judiciaire avec cette plainte contre X, etc. Si je n'ai pas de... Pour l'instant, cette plainte a été enregistrée. J'ai obtenu l'aide juridictionnelle de l'État, ce qui est une blague, mais c'est comme ça. J'attends que le parquet veuille bien faire ses réquisitions. Le parquet peut faire traîner des mois. Donc, si le 15 mai ou le 9 mai, qui est le jour de mon anniversaire et de la fête en Russie, j'aime beaucoup cette date, c'est la date aussi à laquelle Mitterrand était arrivé au pouvoir en 81. Si le 9 mai, je n'ai pas de nouvelles, je vais lancer une opération de communication demandant à tous les gens qui soutiennent cette plainte de bien vouloir envoyer un courrier que je vais rédiger et que je publierai le moment venu, qui sera adressé au parquet et au doyen, ainsi qu'au parquet général, enfin au procureur général de la cour d'appel, en substance en disant faites votre travail où je vais continuer à m'agacer très fortement et voire à me mettre franchement en colère. Et je pense que nous pouvons aussi faire pression sur le monde militaire. Parce que, tout simplement, quantité de citoyens, un oncle, un frère, un père, un mari, parfois une femme, qui font partie de l'armée. Et donc, ces gens-là, on peut les toucher, on peut les alerter, on peut les prendre à la gorge quelque part par rapport à leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas ne pas constater que la population française est mise en danger par des malades mentaux. Parce que c'est ça la réalité. Il faut appeler un chat un chat. Alors je peux me faire poursuivre en diffamation pour avoir dit ça, mais j'en ai strictement rien à faire. J'adore être poursuivi en diffamation devant la 17e chambre correctionnelle parce que ça permet de mettre les choses sur la table. J'ai été condamné 15 fois par cette chambre. Je n'ai jamais payé les amendes parce que je sais comment faire et je les emmerde. Donc, tout ceci étant dit, ben oui, non, mais je me souviens d'une intervention contre un énergumène de l'État qui s'appelait Fessée pédagogique pour monsieur Untel. Je ne vais pas le citer parce que j'ai autre chose à faire. C'était une fessée pédagogique. Effectivement, ça fait partie de mon rôle de mettre des fessées pédagogiques. On parlait hier soir chez Mike Borowski de la problématique de l'éducation nationale. On évoquait cela tout à l'heure avec Alexandra. Il y a nécessité de savoir mettre des limites aux enfants et aux adolescents, sinon ça dérape. On le voit bien aujourd'hui dans les violences juvéniles et dans tous les problèmes que la violence des gamins pose. Si nous ne savons pas mettre les limites, voilà. Il est nécessaire chez les humains que les vieux singes procèdent à des opérations symboliques de castration des jeunes mâles. Si les jeunes mâles ne passent pas par l'expérience d'une castration symbolique par les vieux singes, on est mal, on est très mal. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus... autrefois, il y avait le service militaire qui servait précisément à opérer une castration symbolique de la violence des jeunes mâles. On a sauté le service militaire. Je suis profondément antimilitariste, mais je pense que sauter le service militaire a été une énorme erreur, parce qu'on l'a remplacé par rien. Et donc, du coup, la violence juvénile explose. Je pense que ça fait partie de mon métier, mais ça fait aussi partie du métier des avocats, des militaires et des médecins également, et des citoyens d'une façon générale. Nous sommes dans une situation où nous devons impérativement mettre une limite symbolique au dérapage psychotique de certains membres de l'élite politique. Nous devons simplement leur dire stop, ça suffit, direction les îles Kerguelen, direction la prison de la Santé. Moi, j'attends clairement, et je le dirai pas plus tard que la semaine prochaine, Mike Borowski m'a invité à participer à une émission avec Fabre Bernadac, qui est le président de Place d'Armes. Je vais lui dire très clairement, monsieur, j'attends que vous, vos collègues militaires, je crois qu'il est en retraite, d'active, assument leurs responsabilités et fassent simplement
une opération très simple qui consiste à mettre l'essentiel du gouvernement dans une situation de sécurité parce que tout simplement ils sont en danger, parce que la population va s'énerver là de toute façon. Donc, messieurs les militaires, assumez votre responsabilité, allez faire une visite 55 rue du Faubourg Saint-Honoré et tout se passera bien. Alexandra, oui. Oui, je voulais rebondir sur 2 points. Tout d'abord, il faut se souvenir que historiquement, beaucoup de révolutions ont été gagnées par les peuples parce que les militaires et les forces de l'ordre se sont rangés aux côtés du peuple en disant oui, effectivement, ces personnes sont mauvaises pour le pays, donc on va vous aider. Donc là, il faut évoquer ce qu'est le devoir d'obéissance. Il y a un moment où je pense il faut peut-être quand même se dire les ordres qu'on me donne ne sont pas légitimes, sont incohérents et de toute façon vont à l'encontre du bien-être de la population. Moi, je l'ai vécu sur le trottoir où je m'occupais d'enfants prostitués en bas âge. Et j'étais obligée de faire des choses qui étaient illégales, qu'aurait fait une délinquante. C'est-à-dire de sortir les enfants manu militari des voitures, avec des gars qui étaient là et qui assuraient la sécurité, de coller des javas à ces prédateurs sexuels. Et la police me disait, vous savez que vous êtes dans la délinquance. Je dis, oui, mais je suis aussi dans l'assistance à personne en danger si je ne fais pas quelque chose. Donc, vous voyez, je veux dire, l'espèce de petite ligne rouge est très fragile. Et moi, j'ai toute confiance dans notre armée, dans nos policiers, nos forces de l'ordre, qui, je pense, eux-mêmes sont excédés d'être tout le temps sollicités pour des choses qui les dépassent, en tout cas, qu'ils ne cautionnent pas. Deuxième chose, parce que ça, je crois qu'il n'y a que moi qui peux le dire. Pour parler de la personne qui vit avec le président, moi, vous le savez, j'ai un immense respect pour les hommes et pour les femmes. Donc, je ne prononcerai jamais concernant cette personne ni le mot homme ni le mot femme, parce que pour moi, je ne veux pas porter atteinte au groupe des hommes et au groupe des femmes. Par contre, je connais suffisamment mes consoeurs qui ont toutes été soignées pour des pathologies, transsexualisme primaire, intersexuation, pseudo-homosexualité. Ce sont des personnes qui sont foncièrement humaines, généreuses, empathiques, résilientes et respectables. Parce qu'on passe par des étapes tellement dures depuis notre naissance qu'on ne peut pas faire autrement que d'être humaine et d'être à l'écoute des autres. Et bien souvent, quand on réussit nos parcours, grâce à l'aide, je dirais, des médecins, de la famille et de l'État, on se dirige vers des activités sociales, caritatives, car on a ce don qu'on a, je dirais, maturé pendant des années, d'être à l'écoute des autres et d'apporter de véritables solutions concrètes, parce que aussi, on a vécu des choses tellement dures qu'on est un peu, je dirais, blindé. Cette personne-là, qui est à côté du président, elle est dans la biologie, elle est ostentatoire, elle est artificielle, elle n'a absolument pas le comportement d'une femme de son âge, encore moins d'une femme de qualité. Excusez-moi, j'ai tellement vu de transgenre dans ma vie, ou de travestis, ça correspond exactement au prototype. Quand je la vois partir à Mayotte, moi, j'ai été en mission dans le biais de SIDAction avec des personnalités d'exception. Je parle de Sharon Stone, qui est devenue mon amie. Sharon Stone, c'est autre chose que Brigitte Macron, on est bien d'accord. Sharon Stone, elle allait avec moi dans les centres où étaient soignées les personnes, je dirais, atteintes du HIV. Toute simple, nous maquillait, les cheveux tirés, elle serrait des mains, elle faisait des choses concrètes, elle demandait si les traitements adaptés, elle demandait à voir les médecins, elle essayait de comprendre, la recherche pareil. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron? Oui, alors bien sûr, elle danse. Elle esquisse quelques pas de danse, de techno, partout et toujours, avec des lunettes noires, ce qui est parfaitement, je dirais, discourtois, parce que quand on est face à des gens, on montre son visage pour avoir un contact visuel, un contact qui soit un contact d'éducation, de politesse, de respect, mais non, elle danse. Voilà, c'est tout. Alors écoutez, elle a envie de danser, tant mieux, mais ce n'est pas la conception que j'ai d'une personne qui a à côté d'un président qui doit, comme le faisait mademoiselle Chautron-Courcelles ou madame Chirac, œuvrer dans le social, être à l'écoute des gens du peuple français qui souffrent, excusez-moi, s'occuper du handicap, s'occuper des femmes
molestés ou battus, des enfants qui sont voués, je dirais, ou abusés par des pédocriminels. Les personnes âgées à l'heure actuelle, au lieu de faire des lois sur l'euthanasie à la con, où on veut aider tout le monde à partir, soi-disant, y compris maintenant les mineurs et les plus faibles, parce qu'ils ne servent à rien, alors hop, tout le monde à la poubelle, et on va faire notre petit monde entre nous. Non, pas du tout. Il faut respecter ce qui fait l'essence même de notre humanité, c'est-à-dire le droit de vivre, et de façon digne, apaisée et respectable. Et cette personne qui est à côté du président, je le dis bien clairement pour moi, n'est pas respectable. Ni empathie, ni humanisme. Non. Nadine. Oui, alors, je voulais juste demander à Christian, parce que c'était fort, peut-on espérer l'appui de puissances étrangères? Je ne veux pas être accusé d'intelligence avec quelque puissance étrangère que ce soit. Donc, je ne te réponds pas. Très bien, c'est une bonne réponse en soi. Je ne te réponds pas. C'est une réponse valable. Bah écoutez, moi, Tu je veux sais, bien. c'est ce qu'évoquait oui, Nadine répondre. tout à l'heure. Oui, moi, je veux bien répondre. Si vous me payez le voyage pour aller voir M. Poutine, il n'y a pas de problème. Je suis déjà allé d'ailleurs là-bas aussi. Hein. Je ne suis pas inconnu au bataillon, hein. Mais je ne suis pas sûr que M. Poutine ait envie d'intervenir, car je vous rappelle que la guerre en Ukraine, un des aspects de la guerre en Ukraine, c'est aussi parce que l'Ukraine était la plaque tournante de tous les trafics les plus immondes, abominables qui existent au monde, y compris le trafic d'organes, le trafic de bébés, et on envoyait tous ces esclaves sexuels sur les trottoirs de l'Europe occidentale, et avec cette espèce d'oligomarchie américaine et occidentale complètement sordide, et je dirais sans aucune morale, qui alimentait tout ça. Donc je ne suis pas sûr que M. Poutine ait envie d'aider l'Occident, qu'il exècre avec cette espèce de culture qui n'en est pas une, de la destruction massive et de la mort. Nadine, tu veux rajouter quelque chose? Il y a beaucoup de choses, oui. En fait, je vais rebondir déjà sur un propos qu'avait dit Christian quand il disait que les vieux singes, en gros, on devrait les écouter comme des sages. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure de tricherie, je parlais tout à l'heure de comportement qu'il faut modifier. Mais regardez, en France, à 40 ans, vous êtes senior. Alors que dans des tas d'autres pays, plus les personnes vieillissent, et même dans le féminin sacré, une femme qui est après la ménopause est encore plus sage, c'est considéré comme une sage. Regardez comment on traite les gens en France, on les fout dans les EHPAD, on les picouse, on crée l'euthanasie, tout ce qu'a dit Alexandra est juste, hein, aussi. Bref, mais dans la mentalité, on a mis 40 ans, t'es senior. 40 ans, tu vaux plus rien. On n'est même pas dans la fleur de l'âge. Surtout qu'on vieillit plus vieux, normalement. Enfin, pour ceux qui peuvent. Donc, déjà, c'est toutes ces choses-là qui me fait mettre en évidence que pour changer les mentalités et aller au front, parce que c'est le peuple qui va y aller. C'est le peuple qui va y aller. Parce qu'il n'est pas soutenu, le peuple. Les agriculteurs sont soutenus à peu près par la population. C'est peut-être un des seuls qui est vraiment soutenu en termes de secteur d'activité qui bouge, qui réagit. Les médecins, on n'y croit plus. En tout cas, la médecine traditionnelle. La justice, je l'ai dit tout à l'heure. Les militaires, j'ai dit tout à l'heure, parce que les militaires, quand on voit ne serait-ce que les lois depuis Sarkozy, la défense, sécurité est pour l'État et non plus pour le peuple. Je réitère, hein, ils suivent des ordres, hein, ils sont formatés. Ils sont formatés. Et quand on rentre dans des formatages, on est dans une sorte de lobotomie. C'est MK Ultra, c'est la méga grosse lobotomie. Mais il y a des tas de métiers. On voit dans les études aujourd'hui, on formate tout de façon à faire des robots qui vont suivre les ordres dans les entreprises sans réfléchir. Si quelqu'un ose, et j'ai plein de cas en ce moment autour de moi, si quelqu'un ose dire, ah, bah, attends, on a peut-être une solution qui fait un peu plus gagner d'argent, ou le mec, bon, écoute, on te prépare un chèque pour la sortie. Mais direct. J'ai plein de cas comme ça autour de moi. Tout ce qui est bon, en ce moment, c'est encore pire qu'avant. On est au bout du bout d'un système qui n'a plus d'ancrage, qui n'a plus de tenue, qui n'a plus rien du tout. Mais si les mentalités, si c'est pas au fond des gens comme nous on le sait. Mais quand vous allez dans la rue où il y a encore des gens, des personnes qui estiment que le vieux, moi je l'appelle le vieux, est bien une femme, faut ouvrir les yeux parce qu'il n'y a même pas besoin d'être profiler pour se rendre compte de certaines choses. Après, le profiler peut rajouter un ensemble de choses, bien évidemment. C'est notre boulot, mais il n'y a pas besoin de ça. Il y a plein de gens qui s'en sont rendus compte par eux-mêmes. C'est tellement flagrant. C'est danser à Mayotte. Non, se trimousser. En plus, avec une tenue, là encore, vulgaire.
parce qu'on est quand même dans une représentativité, en effet, aucune élégance, aucun charisme, rien du tout, en tailleur, pantalon, dans un pays très chaud quand même. Moi, j'ai vécu pas loin à côté pendant 2 ans et demi. Je peux vous dire comment ça se passe. C'est pas ça. Et un pays sinistré, parce qu'avant il y avait de la tôle sur les toitures, maintenant c'est des bâches. Sachant qu'il n'y a pas d'eau depuis très longtemps. Donc je connais ces endroits-là. J'ai vécu et parmi les autochtones. J'ai pas vécu parmi les blancs. Donc je sais comment ça se passe. Donc c'est scandaleux, c'est outrancier, c'est déplacé. Ça n'a rien de, puisque ce qu'on en a à foutre, qu'Estrémousse. Moi, je regarde même plus, parce que je vois des trucs sur les vidéos, je trouve ça rigolo, j'ai dû relayer ça aussi, en disant que pour moi, c'était, oui, tout ce qu'a dit Alexandra, je suis totalement d'accord, encore une fois. Il n'y a pas de mot, mais c'est ni un homme ni une femme. C'est un truc qui se cherche toujours, qui n'est pas phase, qui n'est pas stable, qui ne sait pas de quel côté il est, et qui n'assume surtout pas qui il est. Ça, je l'ai rédigé et je le maintiens. C'est quelqu'un qui n'assume pas. Donc, quand on a une personne qui, entre guillemets, dirige un pays, parce que, je réitère, c'est le vieux qui tient tout, avec les ordres qu'il reçoit aussi, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui n'est pas stable, on ne peut pas le mettre déjà dans une entreprise, on ne le met pas à un poste stratégique. On l'embauche déjà difficilement, on va carrément le cataloguer d'handicapé. Donc, dans une entreprise. Et là, voilà ce qu'on a à la tête d'État. Donc, quand les gens n'auront pas compris cela, et c'est un problème aussi de culture, parce que le français n'est pas un vrai belligérant. Le français, il faut vraiment l'énerver pour qu'il s'énerve. Il faut que ça aille loin. Il faut que ce soit des accumulations de détails. Il faut qu'on touche à ce qu'il aime, le français. Lui, ce qu'il aime, c'est quoi? C'est le frigo plein, les barbecues, hein, je la fais courte, je fais des clichés, hein, mais c'est un petit peu ça. Ses vacances, éventuellement le football, ça va pas très loin. On touche pas aux enfants, parce qu'en général, le français, même s'il n'est pas très famille, faut pas trop toucher aux enfants. On touche pas à son patrimoine, on touche pas à sa culture, on touche pas à son héritage. Le sauciflard, le vin rouge, c'est ces trucs-là, en gros. Je fais des clichés, hein, mais c'est un petit peu ça, le français. Or là, on essaie de toucher un petit peu à tout, sans trop toucher à tout, et surtout pas au frigo, même si c'est de la malbouffe. Et on laisse encore des vacances, même s'il y a plus qu'une semaine au lieu de 3. Regardez nos grands-parents. Moi, j'avais des grands-parents ouvriers, ils avaient une maison secondaire. Ils avaient une résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà d'avoir sa résidence principale, où on met des gens un peu dans des cases. Où mais non, mais il y a encore le frigo qui est à peu près plein, il y a encore le football, il y a encore... Non. Donc, il faut encore dire, mais on n'a pas encore touché totalement le fond, hein. On ne l'a pas encore touché. C'est là que le français va réagir. Mais ce sera le peuple. Ce sera le peuple. Je ne crois pas que l'armée bougera, parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce que leur salaire permet d'aller voir le match de foot et d'aller partir en vacances. Et parce que ils sont lobotomisés à répondre aux ordres, les ordres. S'il y a une rébellion, il faut que tout le monde se mette d'accord. Si un seul soldat le fait, il va trinquer, il va servir d'exemple pour les autres. C'est super complexe. Et c'est toutes ces mentalités-là et ces comportements qui ont été formatés depuis des décennies, avec des détails qu'on a laissé passer, qui au fur et à mesure, oh, ça c'est pas grave, oh, ça c'est pas grave, puis au bout d'un moment, ah, ça commence à étrangler, ça commence à étrangler. Faut qu'on réagisse. Mais il y en a qui considèrent que ça n'est pas de l'étranglement. J'ai une cliente, elle travaille dans une smart city en devenir, qui est déjà construite puisque tous ceux qui travaillent pour ce projet-là vivent dans la smart city. Tout est connecté. Il n'y a plus d'argent, plus rien, tout est connecté et tout est sur place. Elle pète un câble. Mais elle me dit, les jeunes, ils adorent. Parce que les jeunes, ils sont très proches de tout ce qui est l'outil connecté et ils sont assistés. Tout est assisté. Donc, ceux qui réfléchissent ne peuvent pas supporter ce genre de monde et vont se rebeller, vont mettre en évidence des tas de comportements, de dire stop, ça suffit, on en a marre, on ne veut plus, et essayer de se réunir même si on n'est pas toujours d'accord. Mais à côté de ça, on a une génération qui aime l'assistanat. Et en France, l'assistanat, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien. C'est un des pays qui est peut-être les plus assistés que je connaisse, moi, personnellement. Donc, je vois pas comment les choses peuvent bouger tant qu'on n'a pas vraiment touché le fond. Nous, ce qu'on fait, comme pour répondre un peu à ce que disait Christian tout à l'heure, c'est que au moins on éveille autant qu'on peut, on informe, on instruit, on montre que le combat est possible, quelle que soit la forme qu'on utilise, quel que soit le sujet qu'on met en exergue, on les réunit tous ensemble, ils sont tous dans le même sens. Chacun apporte sa contribution et on devrait se servir davantage d'écoute, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui.
Et c'est déjà des pierres à l'édifice. Et donc, ça sensibilise. Et oui, je connais moi aussi plein de militaires, de policiers, de gendarmes, comme on ras la casquette. Moi aussi, j'en connais plein. Mais ils suivent le mouvement. Vous Parce qu'à luttez côté de contre ça, l'anesthésie générale, finalement. C'est la fameuse anesthésie je sais plus si on générale. peut parler d'anesthésie à ce niveau-là. Hein. Vous vouliez dire quelque chose, Alexandra? Bah, je voulais dire, pour finir avec ce personnage-là, qui est impliqué dans des affaires, je dirais, tristes et médiocres, où on conteste légitimement son sexe. Ce que l'on nous fait à nous, ce qui est extrêmement violent, les expertises génitales judiciaires, on nous met sur une table, jambes écartées, on nous rentre quelque chose dans le vagin pour voir si c'est assez profond pour satisfaire un homme avant, si on est fonctionnel avant de nous donner nos papiers. Hein. C'est ce qu'on nous fait après les opérations. Et bien, cette personne-là, elle n'a qu'à le faire après tout. Il y a une justice et pour tout le monde. Soit c'est une femme biologique et tout le monde s'est trompé et tout le monde devra faire allégeance. Soit c'est une personne qui a transitionné, certes, la personne est de sexe féminin, mais la personne n'a pas pu avoir 3 enfants en qualité de maman, et encore moins se marier à une époque où le mariage n'existait pas. Soit c'est une personne qui est encore de sexe A, mais qui utilise l'apparence et les comportements du B, et là, la personne n'a pas pu mettre au monde 3 enfants en tant que maman, et encore moins se marier. Je suis désolée, et puis c'est tout. Le dernier cas, c'est ce qu'on appelle un travesti. Un transgenre aujourd'hui, on dit. Transgenre, Oui, c'était oui, oui. travesti auparavant, c'était le mot Oui, enfin, il y a utilisé. une petite différence quand même. Hein. Qui est laquelle d'ailleurs? Les spectateurs aiment bien savoir. Travesti, c'est un homme qui va ponctuellement utiliser la vestimentaire féminine, mais c'est beaucoup à des vues et des utilités sexuelles. D'accord. Voilà, pour avoir une sexualité qui va être plus proche de ce qu'il a envie. Le transgenre, vous avez des communautés transgenres dans le monde entier, que ce soit en Inde, les Ishras, les Mux au Mexique, les Katoe en Thaïlande, et chez nous, à Tahiti, les Marous et les Rérés, hein, qui existent depuis la nuit des temps, c'est civilisationnel, où on sacrifie un enfant mâle à la cause de Dieu, et on va l'élever en qualité de fille pour qu'il ne se marie pas et qu'il reste auprès de sa mère pour faire les tâches ménagères et en tout cas s'occuper de ses vieux parents. Mais bien souvent, ces enfants deviennent, je dirais, les esclaves sexuels des hommes. Et c'est terrible parce que beaucoup de ces enfants-là ne sont absolument pas homosexuels ni concernés. Ce sont de vrais petits gars et qui vont se foutre en l'air au bout d'un moment parce qu'ils ne supportent plus ça. Et ça devrait interroger d'ailleurs beaucoup de psychanalystes sur le phénomène transgenre et dire on ne peut vraiment pas aller dans les écoles raconter ces bêtises parce que regardez ce qui s'est passé dans certains pays, c'est dramatique. Merci mesdames. Si vous n'avez rien à ajouter, je vais laisser le mot de la fin pour que la boucle soit bouclée à Christian Cotten. Et je vais lui demander aussi de nous parler d'un joli terme qui est la praxéologie. Ça t'a marqué, ça. J'adore ce terme et je trouve qu'il est important dans la dissidence. Oui, la discussion que nous avions à ce propos, je crois que ça avait commencé par le fait que j'observais un certain nombre de brillants esprits capables de faire de magnifiques dissertations philosophico, mystico, théologico, épistémologico, scientifiques, etc., avec un mental et une culture brillante, mais produisant du discours, mais qui à la fin ne sert à rien. Dans la dissidence, il y en a un certain nombre, logoréiques souvent, culturellement brillants, il n'y a pas photo là-dessus, mais dont le discours, à la fin, éventuellement va permettre de vendre un livre ou deux, ou de faire des conférences, mais ne change rien à rien nulle part. Et je t'expliquais ce jour-là que moi, en tant que psychosociologue, j'ai toujours eu une démarche d'acteur intervenant dans les entreprises, auprès des individus, en tant que psychothérapeute, en tant qu'animateur de séminaires de développement personnel, ou en tant que formateur en communication, management, etc., pour obtenir des résultats en termes de changement.
Et c'est ça que ça veut dire la praxéologie. C'est l'art de l'action. C'est l'art de l'action, c'est le discours à propos de l'action. Le marxisme était une praxéologie. Il y en a d'autres encore, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Pour boucler notre émission, je voudrais juste rappeler un texte que j'ai écrit il y a quelques mois, qui a donné une petite vidéo, qui était un appel à la mobilisation du féminin sacré. C'est pas pour rien que j'ai écrit ce texte, je renvoie à ça, ça date de quelques mois, c'est sur ma chaîne YouTube, on pourra même le remettre peut-être sous cette vidéo, parce que j'ai la conviction profonde que les femmes ont un rôle énorme à jouer dans le schéma de rupture dont je parlais tout à l'heure, entre les élites et la population. Je ne vais pas dire que c'est aux femmes de jouer, de faire le job, parce que c'est leur mettre sur le dos une responsabilité énorme, et ça serait encourager les mecs à une démission dramatique. Mais je pense que la mobilisation de ce que j'appelle les énergies du féminin sacré est un enjeu majeur pour les semaines, les mois à venir, parce que nous avons vraiment un travail collectif à faire de divorce avec les élites de gangsters. Alors, merci Nadine, merci Stéphanie, merci Alexandra, je vous adore et à bientôt. Merci Nadine Touzeau, merci Christian Cotten. Je vais laisser le mot de la fin à Alexandra qui a un appel à formuler. D'abord, parce que moi, vous savez, je m'occupe de soins palliatifs, de femmes en fin de vie. Je vais envie de rappeler ce que disait Coco Chanel. Une femme à 20 ans, elle est belle. À 30 ans, elle est splendide, elle est fascinante à 40, et à partir de 50 ans, elles sont irrésistibles. Donc, mesdames, peu importe l'âge que vous avez, continuez à être des femmes, à prendre soin de vous. C'est vraiment tout à fait normal. Et je suis là pour vous y aider. Et alors, j'ai une idée, parce que comme on ne sait plus très bien ce que c'est d'être féminin, d'être de sexe féminin et masculin, ben, je m'adresse au magazine Playboy, avant que je sois trop vieille et trop moche. Tu pourras m'accompagner si tu veux, pour faire une photo de nu intégrale, joliment arrangée, où je pourrais montrer que l'on est certes différentes, mais de sexe féminin. Voilà, très cher. Est-ce que je peux me permettre de rebondir, Stéphanie? Oui, bien sûr. Et je trouve vos conclusions magnifiques à tous les deux, et le féminin sacré est un sujet que je développe beaucoup, notamment en formation, et aussi en coaching, bien évidemment. Mais le féminin sacré est aussi chez l'homme. Donc, c'est cette complémentarité entre l'homme et la femme qui va nous permettre de nous en sortir. Moi, je pense que l'homme va nous aider énormément dans ce féminin sacré. On voit trop cette destruction de la féminité. Ça s'est redescendu en flèche. Et je vois qu'Alexandra et moi, on est beaucoup sur ces sujets-là aussi, et ça fait plaisir. Et puis Christian aussi, et d'autres, même Stéphanie et d'autres. Il faut en effet que chacun apporte sa pierre à l'édifice, parce que ça c'est sûr d'une chose, c'est que si ça on le travaille, qu'on le fait et qu'on s'y met tous, on s'en sortira avec ça, c'est certain, parce que c'est l'amour et le respect de soi et donc d'autrui. C'est vital. Et surtout, vous parlez des hommes les hommes sont des êtres merveilleux qui sont d'une importance capitale par leur valeur virile, leur valeur. Messieurs, il est temps de descendre dans les rues, vous, les pères de famille, les hommes qui avaient des valeurs, et de nous épauler, nous, parce que tant que c'est des personnes comme moi ou des femmes, certes, on a un audimat, on nous écoute, mais on a besoin de vous, hommes, pour nous épauler. Alfred de Musset avait une tirade magnifique, donc je n'ai pas en mémoire parfaitement, mais il développait d'un côté tous les défauts de la femme et de l'autre de l'homme, et il concluait en disant « Il y a une chose extraordinaire entre ces deux êtres, si imparfaits, c'est leur union. » Parfaitement. Un grand merci à vous trois. Merci à vous tous, c'est un plaisir pour moi aussi, un grand plaisir. Plein de bisous. Merci à toi, Stéphanie. Merci. Merci à vous trois. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.